Salut, c'est Raph et bienvenue sur Rupture Co, le podcast où j'interviewe des gens qui, eux, ont enfin décidé de ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils seront plus grands. Bonne écoute. Ils ont commencé début février là pour faire les travaux. Et donc, estimation de base, c'était 2 mois pour que ça aboutisse et finalement, ça prend un petit peu plus de temps. Ouais, et puis ça, et puis aussi l'État me doit 22 000 € de TVA. Du coup, je peux pas faire de nouveaux investissements étant donné qu'il me doit un petit peu de sous. Mais t'as tout ce qu'il faut en soi pour lancer la boutique une fois qu'elle sera prête? Bah, j'ai la liste de tout le matériel dont j'ai besoin. Mais en fait, le problème, c'est que y a plein de matériel que je peux pas payer parce que justement, je comptais sur ces 22 000 €. D'accord. Après cette super discussion qui met de bonne humeur dès le matin, Ouais, Corentin Sabin, comment tu vas? super. Aujourd'hui, un petit peu malade, mais quand même en pleine forme, ça avance. Corentin, donc, t'es un ancien ingénieur structure, Ouais. devenu ingénieur canneleur, comme tu l'expliques. Donc, tu te lances aujourd'hui dans une boutique pour produire en fait des cannelés à Paris. Ouais, exactement. Ça, c'est un peu le cœur du sujet. J'ai envie d'y aller, mais on va pas y aller tout de suite. Avant ça, j'aimerais te comprendre qui est Corentin Sabin avant d'être un ingénieur canneleur. Donc, dis-moi d'abord, t'as fait quoi ce matin avant de venir? Ce que j'ai fait ce matin avant de venir, je me suis réveillé à 8h. J'ai pris une douche, petit déj. Et après, j'ai travaillé un petit peu, là, justement, sur la fin des travaux avec mon entreprise. Enfin, l'entreprise qui fait les travaux, pas mon entreprise à moi. Oui, bien sûr. Et voilà, après, je suis venu. Et un canneleur, est-ce que ça mange des cannelés au petit-déj? Non, parce que les cannelés, ça prend du temps à faire. Et étant donné que, en fait, moi, faire des cannelés, là, en ce moment, je les fais seulement sur commande. Ok. Donc, la boutique est pas encore ouverte. Donc, ça me demande un petit peu de temps. Maintenant, les recettes, elles sont maîtrisées. Donc, Ouais. je mange pas des cannelés tous les matins, hein. Tu dirais que c'est quoi ta consommation de cannelés hebdomadaire? Quand je serai ouvert, ça risque de tourner autour des 25-30, je pense. Ok. Là, en ce moment, en fonction des commandes, je dirais que j'en mange 5 par semaine, 5-10. Ça va, c'est Ouais, raisonnable. c'est honnête. Tu vas t'en lasser, tu penses? Au J'ai rythme de commencé un 25-30. petit peu. Ah ouais, déjà. Quand j'avais fait la boutique éphémère, j'avais commencé à m'en lasser. Mhm. Parce que c'est vrai que enfin, au bout d'un moment, c'est un peu too much. Je mangeais tous les invendus, mais forcément, c'est vraiment trop. Donc, je vais peut-être commencer à m'en lasser, mais justement, bah, c'est pas grave, je ferai des pauses. Ah, mais j'avoue, au pire, tu pourras faire des too good de cannelés. C'est prévu, ouais. Ok. Ouais, je me suis inscrit déjà sur Too Good To Go, Phoenix. J'ai un peu anticipé tout ça, justement, Ouais. pour avoir le moins d'invendus possible. Et Écoute, même avec demain, les boulangeries là, qui revendent Ouais. les choses de la veille. Ça, j'ai vu avec eux. On va voir peut-être pour travailler ensemble. Donc, Trop bien. Ouais. Donc, avant de parler de cannelés, absolument, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'avant. Donc, toi, au lycée, en école, ce qui t'animait. C'est qui pour toi, Corentin Sabin, intrinsèquement? Corentin Sabin, intrinsèquement, moi je me définis pas mal par les activités que je fais, je veux dire, par le sport que je fais, par les activités aussi que je fais avec mes amis. Mhm. Donc quelqu'un qui bouge, quelqu'un de social, qui aime quand même la nature, les espaces et le collectif. Mhm. Donc c'est vrai que là c'est un peu antithétique parce que je lance une boutique absolument tout seul. J'allais le dire. Mais Dans Paris, niveau nature, c'est pas trop ça. c'est pas trop ça. Mais non, j'aime quand même beaucoup tout ce qui est sport collectif, passer beaucoup de temps avec mes potes. Et dès que je peux, en fait, je pars à la montagne aussi pour aller faire de la rando, pour aller faire du trail, des choses comme ça. Donc plutôt, ouais, quelqu'un de posé. Ok. Mais Posé. posé. Et qu'est-ce qui a fait que ce Corentin-là, du coup, est parti en école d'ingé, faire ensuite un métier d'ingénieur structure, très ingé, quoi? Comment t'en es arrivé là? Ouais, bah en fait, j'ai eu, on va dire, une scolarité un peu classique, enfin pas forcément classique, mais qui se passe bien classiquement, on va dire. Mhm. Où, après la prépa, j'ai visé une école généraliste. Mhm. Et en fait, au final, en regardant un petit peu ce qui se passait dans la structure et dans la construction, ça m'a aussi plu. Et après, je me suis orienté plutôt sur des gros projets. Et après, bah, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément et donc que je voulais plutôt créer quelque chose qui me ressemblait dans les valeurs que ça portait et dans aussi le contact que je voulais avoir avec les clients que... Moins austère que le bâtiment, peut-être, moins bourru aussi comme métier, quelque Ouais. chose de plus relation avec les gens, plus tangible, quoi. Ouais, exactement. En fait, le bâtiment, les chantiers peuvent très bien se passer. J'étais pas beaucoup dessus, mais il y a quand même, je trouve, des guerres d'ego qui peuvent être un petit peu compliquées des fois à gérer. Oui. Donc moi, je préférais quand même aller sur quelque chose de plus simple, même si la relation client, à mon avis, est pas forcément toujours très simple, C'est sûr. mais en tout cas quelque chose de plus simple pour moi, justement où c'est pas forcément celui qui est le plus fort qui a raison. Mhm. Et donc voilà, plutôt avoir quelque chose un contact simplifié. Ouais. Mais il devait quand même bien y avoir des choses qui te plaisaient dans ce métier, pour Ouais. toi, c'était aussi longtemps, avec des guillemets. Oui. Bah Ouais. oui, c'est vrai que j'ai fait 5 ans au total. Moi, ce que j'aimais quand même beaucoup, c'était toute la partie conception. Enfin, moi, j'ai été ingénieur de conception principalement. Ça veut dire qu'on part d'une esquisse d'un architecte Mhm. et après on la monte pour en faire un projet qui soit viable.
Et donc c'est vrai que commencer à réfléchir à tous ces sujets-là, voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ça colle au mieux à la vision de l'architecte, faire en sorte que ça colle aussi avec toutes les autres contraintes du bâtiment. Et ça, j'aimais beaucoup. Après, ce que j'aimais moins, c'était peut-être rentrer un peu plus dans le détail. D'accord. Donc j'aimais beaucoup la partie imagination, un peu moins la partie vraiment très précise. Est-ce que tu pourrais me refaire un petit peu la chronologie de... donc, tu as bossé 5 ans dans ce métier-là. Ensuite, tu as décidé de plaquer ça pour lancer ton projet du coup de boutique à Paris. C'était quoi un peu la chronologie? Comment ça s'est passé? Et à quel moment tu as pris l'action, effectivement, de lancer ton projet? En fait, le projet de boutique, Mhm. ça faisait un petit moment, moi, que je le réfléchissais. Boutique, c'était quelque chose qui revenait un petit peu dans ma tête de manière lancinante. Donc j'avais regardé pour faire une boulangerie, pour faire une fromagerie, pour faire tout ça. Ça, il y en a énormément à Paris, donc c'était un petit peu compliqué quand même. Ouais. C'est très concurrentiel. Euh, j'avais pas trouvé exactement ce que je voulais faire. Dans mon métier d'ingénieur, il y avait aussi des périodes de stress qui étaient assez hautes, qui étaient un petit peu en sinusoïde, quoi, où Ouais. des fois c'était très stressant, des fois ça allait, des fois c'était très stressant, des fois ça allait. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment que ça pouvait pas durer comme ça très longtemps, parce que même si sur les périodes où ça allait, tout allait bien, Mhm. bah, sur le reste, enfin, c'était pas invivable, mais c'est quand même pas agréable. Mais en fait, bah, sur un moment, un peu sur un coup de tête, je me suis dit que de toute façon, tant que j'aurais ce travail qui était quand même confortable et qui me permettait de faire tout ce que je voulais, Ouais. en fait, j'aurais pas pris de décision. Donc, j'ai essayé d'avoir une rupture conventionnelle avec mon ancienne entreprise, ça n'a pas marché. Donc, j'ai démissionné. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment fixé sur mon projet professionnel et personnel. Ok. Qu'est-ce que je veux faire, comment je le fais, et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de viable à faire avec ça, quoi. D'accord. Donc, la prise de décision, c'était quand pour situer un petit peu? La prise de décision, moi j'ai démissionné en avril 2024. D'accord, donc après, il y a 2 ans, Il y a 2 ans littéralement. pile, ouais. Ok. Et ensuite, combien de temps il t'a fallu avant de trouver déjà le projet exact, avoir en tête ce que tu voulais faire exactement, et ensuite les financements, etc. Pas très longtemps, je pense. En Ouais. fait, moi les cannelés, ça fait un petit moment que j'en fais. Pour des anniversaires, pour des amis, pour Mhm. des personnes, voilà, comme ça. Euh, et c'est vrai que j'étais quand même un peu frustré par le fait de pas en trouver comme j'en voulais à Paris. Donc une fois que j'avais démissionné, je me suis dit, enfin, je cherchais un petit peu justement sur quelle boutique j'allais faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas une boutique spécialisée dans les cannelés. Il y en a à Bordeaux, ça marche super bien, c'est super bon. Pourquoi pas faire pareil ici? Mhm. Et en fait, en avril-mai 2024, j'ai commencé justement à regarder un petit peu ce qui se faisait à Paris, à faire un comparatif, à faire un benchmark. Et je Mhm. me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait marcher. Donc en fait, en juin 2024, je pense, j'ai vraiment fiabilisé ça. En juillet 2024, je savais que c'est ce que j'allais faire. Ouais. Et donc après, en août, j'ai pris un mois de vacances. Et après, à partir de septembre 2024, j'ai vraiment lancé tout ça de manière Ok. précise et concrète. Alors du coup, est-ce que tu serais quand même capable de me donner envie de faire ton métier d'ingénieur structure? Ouais, T'arrives à me le vendre? ouais, franchement, Allez, pitch-le-moi. le métier d'ingénieur structure, il y a deux aspects, on va dire. Il y a l'aspect, parce que j'ai fait 2 entreprises, Ouais. il y a un premier aspect, moi, que j'aimais beaucoup, que c'était dans la première entreprise que j'avais fait, qui était plutôt pour des projets à taille humaine, où on va chez des personnes, par exemple, qui veulent se faire construire une maison, faire une surélévation sur leur appartement, ou simplement ouvrir des murs. Mhm. En fait, moi, je trouve que là-dessus, on a souvent une vraie valeur ajoutée et un contact aussi assez direct avec le client. Vu qu'on parle directement avec lui, il sait ce qu'il veut, on l'aide, on discute de comment est-ce qu'il veut faire l'ouverture. Donc ça, je trouvais ça très sympa. Et en plus, c'était des projets qui étaient assez court terme. Ouais. Donc en fait, il y a une sorte de rétribution quand même assez rapide. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa et on se sent valorisé. Et après, la deuxième expérience moi que j'ai, toujours en conception, c'était plutôt sur des projets qui étaient entre 9 et 140 millions d'euros au total. Et là, c'est des projets qui sont intéressants dans la technique et dans l'ampleur que ça Mhm. prend. C'est des choses qui sont forcément plus stressantes parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont beaucoup plus importants. Mais pour autant, en fait, on va pousser dans le calcul, dans les normes, dans les recherches, beaucoup plus loin. Ouais. Et justement, c'est réussir à faire un projet qui est en symbiose avec tout le monde, qui est vraiment intéressant, quoi. Ok. Comme je te disais tout à l'heure, quand on réussit à défricher quelque chose, à faire en sorte que ça marche, et voir à la fin que ça aboutit, c'est quand même aussi très rétribuant. On va dire que c'est un mot qui Ouais. existe. Je pense que ça existe. Donc, tu as un côté en soi gratification relativement immédiate quand tu résous des problèmes ponctuels Ouais. pour des travaux. Et tu as aussi le côté un peu grande échelle, etc. Complètement. Bah après, de toute façon, je pense que c'est un peu comme tous les ingénieurs. Nous, ce qu'on aime, c'est Ouais. quand même la résolution de problèmes. Enfin, quand j'étais en prépa, ce que je préférais, moi, c'était justement tous les problèmes ouverts, par exemple, en physique, où on nous donne un truc.
Et après, juste avec des ordres de grandeur à droite à gauche, on doit Mhm. réussir à se débrouiller. Ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et finalement, la conception sur les gros projets, enfin, c'est quelque chose de forcément beaucoup plus précis, vu que là, on n'est pas sur des ordres de grandeur, mais sur des grandeurs physiques précises. Ouais. Mais c'est quelque chose aussi qui est sympa dans la réflexion. Mais ce que j'aimais beaucoup, moi aussi, c'était quand même me sentir utile pour des projets, comme je te disais tout à l'heure, sur les projets publics. Justement, ça aussi, il y a quelque chose où on sait que, par exemple, si on rénove un château pour en faire un musée, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus intéressant que Carrément, oui. faire quelque chose qui va être purement de l'investissement ou quoi. Oui, des bureaux, ou un truc un peu austère, quoi. Exactement. Donc ça fait 2 ans. Est-ce que depuis, t'as ressenti un... T'as déjà regretté ton choix? Tu l'as mis en question, j'imagine ça par contre, ce serait un peu... Ouais. Ouais. Remis en question, ouais. Ouais. Regretter, pas encore. En fait, il y a une sorte de, pas, enfin, de concrétisation qui se fait un peu par palier. Mhm. En fait, tout reste théorique tant qu'on n'a pas atteint le prochain palier pour moi. Je trouve que ma boutique, là, elle se concrétise quand même vraiment fort avec les travaux qui vont bientôt se finir. Mais il y a quand même toute une phase où j'avançais, où en fait, étant donné que j'avais pas le local, j'avais pas les travaux, pour moi, c'était quelque chose quand même encore d'assez, ouais, vraiment théorique, l'ordre Mhm. de projet. Donc à ces moments-là, je le remettais en cause. Après, pour autant, j'ai jamais eu vraiment peur que ça marche pas. J'ai quand D'accord. même regardé, enfin, toutes les études de marché que j'ai faites, tous mes business plans, etc., sont quand même relativement pessimistes, j'ai Mhm. envie de dire, pour justement éviter de me brûler les ailes trop vite. Ok. Donc j'ai pas peur que ça fonctionne pas. Ce dont j'ai peur à la limite, c'est de commencer tout seul et justement d'avoir une charge de travail qui sera beaucoup trop importante. Ouais. Mais sur la réussite du projet en tant que tel, j'ai pas trop peur. Bon, après, là aussi, ça reste que de la théorie, donc on verra bien. Écoute, on verra bien. Mais justement, c'est quoi un petit peu l'environnement du cannelé à Paris? Donc t'as fait des études de marché, j'imagine que t'as vu les potentiels concurrents. Est-ce qu'il y en Ouais. a vraiment? Il y a des concurrents directs et indirects. Dans les directs, il y a la Toque Cuivrée Montparnasse, qui est Oui. connue, qui fait du cannelé, mais qui fait plutôt du cannelé en grande quantité. Ouais. Et on n'est pas sur la même qualité ni sur le même type de produit, on va dire. Est-ce que c'est les mêmes exactement que ceux à Bordeaux? Ou alors, du coup, il y a du surgelé, il y a ce genre de choses? La Toque Cuivrée, je crois que leur modèle en fait économique principal, c'est de vendre du cannelé surgelé à d'autres entreprises. Donc, Ah. Mm. ils font forcément du chiffre d'affaires dans leur boutique qu'ils ont en propre, et je pense qu'ils en ont de toute façon qui sont justement pas surgelés. À Bordeaux, je crois qu'ils ont plusieurs boutiques où ils les font encore sur place, etc. Mhm. Ceux de Paris, je saurais pas dire, mais je crois que leur business model, c'est de faire du surgelé et après de vendre à de plus grosses entreprises qui, je sais pas, des boulangeries, des choses comme ça. Mhm. Donc moi, c'est pas du tout le même créneau, étant donné que je veux faire quelque chose qui soit fait avec des ingrédients locaux, qui soit fait de manière artisanale du jour. Donc on n'est pas du tout sur le même créneau. Et après, dans les autres concurrents, on va avoir les boulangeries. Enfin, là, on va avoir des concurrents indirects, j'ai envie de dire, et deux types de concurrents. Ceux qui vont vendre des cannelés surgelés, Mhm. donc qui vont acheter en gros et après juste qu'ils vont réchauffer du jour. On les voit très bien, ils ont une tête très granuleuse Ok. sur les étalages. Donc eux, c'est des concurrents, mais qui sont pareils, qui sont pas exactement dans le même créneau que moi, bien qu'ils soient souvent très chers. Et après, il y a les grands pâtissiers qui vont en faire, comme Christophe Michalak, Oui. où eux, ils vont faire des cannelés qui sont de grands pâtissiers, Mhm. mais qui seront sur un niveau de prix qui sont beaucoup Très plus élevé élevés, quand même. Ouais. Ouais. On est sur quoi comme tarif entre ces cannelés-là en boulangerie et les cannelés de Michalak? Christophe Michalak, il les vend à 3,50 le cannelé, le grand. Les boulangeries, on est plutôt sur 2,55 € dans la moyenne parisienne. Ok. Et la toque cuivrée, je crois que les grands, ils sont à 70 ou 80 centimes. 90 centimes. Ah oui, c'est quand même radical comme différence de Ouais, prix. c'est Là, ils font radical. du volume, quoi. Ils font du volume, je pense qu'ils vendent, je sais pas, 120 millions de cannelés par an. Enfin, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Ça veut dire que chez Michalak, en fait, 2 cannelés, c'est l'équivalent d'un kebab avec des frites. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok, moi, j'ai gardé ça comme échelle de prix dans ma vie. Ouais, C'est- c'est plus maintenant kebab frites. Oui, on en est très loin maintenant, mais bon, ça reste un peu ancré. Et du coup, toi, tu serais sur quelle gamme de prix à peu près? Moi, je suis un peu entre les deux. Les cannelés traditionnels, les grands, je les vends à 2,80 €. Mhm. En fait, j'ai pas envie Enfin, j'ai envie de prouver qu'on puisse faire un cannelé qui soit de très très bonne qualité, fait avec des produits locaux, sans pour autant que ce soit quelque chose d'hors de prix. Mhm. Et prouver que, en fait, ouais, ça marche bien et que les personnes qui achètent des cannelés surgelés dans les boulangeries Mhm. puissent venir chez moi quand même, goûter la différence et se rendre compte que,
en fait, on peut trouver quelque chose de beaucoup Oui, mieux. d'assez pour pas abordable beaucoup et plus cher. d'extrême qualité Ouais, quand même. exactement. Tu mentionnes le fait que ce soit enfin, responsable, que ce soit à circuit court, etc. J'ai vu que tes fournisseurs étaient pour la plupart en Île-de-France. Ouais. Et je crois qu'il y avait seulement le producteur de rhum, du coup, qui venait plutôt de la côte ouest, enfin Saint-Nazaire, Ouais. un truc comme ça, je crois. De Rennes. De Rennes. Mm. Ah, de Rennes. Ouais. Ok, je suis vraiment nul en cartes. Est-ce que donc le fait de le faire à Paris a des contraintes liées à ça, à l'approvisionnement, par rapport à ceux qui le font à Bordeaux? Pas vraiment, je pense. Au final, maintenant, on a des plateformes un peu pour quand même se fournir partout. Moi, j'utilise la plateforme qu'un ami d'amis a créée, qui s'appelle Hector. Hector. Donc, c'est une plateforme qui met en relation des fournisseurs avec des restaurants, des Comment t'écris entreprises. Hector? H-E-Q-T-O-R. Et pourquoi Hector? Je sais pas. Oh, ok. Bah voilà, Je fin sais de pas ma du tout, question. je lui ai jamais demandé. Mais non, j'imagine qu'il n'y a pas trop de contraintes. Moi, la contrainte principale que je voulais, c'était quand même pas passer par des grandes plateformes justement qui qui faisaient venir du lait d'Europe sans savoir d'où il venait, Ouais. qui fait venir de la vanille sans savoir non plus. Donc moi, avec cette plateforme, ce qui est pas mal, c'est qu'on sait exactement d'où viennent chaque producteur. Mhm. Et donc, comme tu disais, moi, ma farine, elle vient de Versailles, mon lait, il vient de Jouillon-Josas, mes œufs, ils viennent de Feucherolles, dans les Yvelines. D'accord. Et après, mon rhum, lui, je le fais faire sur mesure, donc à Rennes, par une distillerie là-bas. Ok. Ok. Trop bien. Ouais, bah, je voulais faire quelque chose qui soit local au possible, mais il n'y a pas de distillateur de rhum à Paris, donc En Ile-de-France? non. Ah, c'est dommage. Pardon, j'ai oui. Comment tu fais un cannelé? Dis-moi les grandes étapes. Les grandes étapes, c'est un peu comme faire une pâte à crêpes, Mhm. rajouter du rhum et de la vanille et laisser reposer 24 heures avant de cuire au four. Ça a l'air Donc en simple. fait, ouais, comme ça, c'est assez simple. C'est majoritairement du lait, du sucre, de la farine, du beurre, du rhum et De la vanille? Non, il n'y a pas de et vanille. de la vanille. Et de la vanille, ok, brillant. Et donc après, on laisse reposer ça au frais pendant entre 12 et 24 heures. Et après, on met ça donc dans les moules en cuivre, qui sont bien graissés à l'intérieur pour que ça Mhm. croustille bien après. Et après, ça part au four pour une petite heure environ. Alors, pourquoi est-ce que c'est des moules en cuivre particulièrement? Pourquoi est-ce que c'est des moules en cuivre de base? Je ne sais pas. Après, le cuivre, c'est connu pour avoir vraiment une conduction thermique qui est super et qui permet d'avoir une restitution de la chaleur qui est idéale dans un four. C'est joli. Ouais, c'est très joli. Mhm. C'est très cher, mais c'est très joli. Et après, ça permet donc d'avoir justement cette coque caramélisée qu'on n'a pas forcément quand on le met par exemple dans des moules en silicone. Ok, oui, bien sûr, ça tient, Ouais. ouais. Et qu'est-ce qui fait que tes cannelés, du coup, sont... Est-ce que tu as une petite touche dans ta recette qui les différencie, ou alors ce sera plus sur la composition, les ingrédients, etc. Bah, il y a déjà tous les ingrédients qui se différencient bien de la concurrence. Mais après, ce qui les différencie aussi, moi, c'est que je rajoute un petit peu plus de rhum que la concurrence. Mhm. Typiquement 20, Parce que t'es gourmand. 20 à 25%, exactement. Mhm. Mais surtout, étant donné que c'est un rhum de qualité, on n'a pas ce côté alcooleux qu'on va retrouver dans les cannelés surgelés de boulangerie. Ouais. Où souvent, quand on les mange, déjà, ils sont tout mous. Et après, ils vont avoir vraiment un côté très fort, à la limite du désagréable, moi, je trouve. D'accord. Donc moi, ce qu'on retrouve dans mes cannelés plutôt, et ce que je recherche, c'est justement qu'ils soient pas mous, très croustillants à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Mhm. Et après, qui c'est l'arrière-goût du rhum, donc canne à sucre, etc. Le goût de la vanille, mais que ça soit pas non plus quelque chose d'écœurant, quoi. Qui prennent le pas sur le reste. Exactement. Ok. On parle beaucoup de cannelés, et donc la question se demande, mais pourquoi les cannelés? Parce que tu viens pas de Bordeaux. Non. Parce que tu me disais, tu as juste fait un stage là-bas pendant 6 mois, quelque chose Ouais, comme quelque ça. chose comme ça. Ouais. Et donc, on a goûté un, t'as fait genre, waouh, c'est incroyable, j'ai envie d'en faire. C'est un peu ça. Ouais. En fait, bah, comme un peu tous les Français, je pense que je connais les cannelés de base. Mhm. Après, c'est vrai que j'étais pas non plus particulièrement fan. Et donc, ouais, moi, ça vient donc, de mon stage en architecture à Bordeaux, Mhm. où j'habitais dans le centre de Bordeaux. J'étais en coloc avec mon cousin, et bah, souvent, on allait acheter des cannelés, parce qu'on habitait forcément pas loin d'une boutique de cannelés. Oui. Et là-bas, en fait, j'ai quand même bien découvert ça, j'en ai mangé beaucoup. Après, j'ai repris mes études, je suis venu à Paris, et c'est vrai que bah, j'étais toujours un peu à la recherche de cannelés. Donc, j'en ai acheté des surgelés dans les boulangeries, j'en ai acheté chez Christophe Michalak, chez d'autres Mhm. personnes. Mais c'est vrai que je trouvais que souvent ça manquait un petit peu de quelque chose, et surtout ça manquait d'une boutique dédiée. Ouais. Donc bah, étant donné que moi j'en faisais chez moi, et que comme je te disais, justement en faisant un benchmark, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas à Bordeaux, bah, c'est venu un petit peu naturellement, et j'ai voulu développer ça. Ok. Après c'est quelque chose qui existait déjà à un moment, à Paris, il y avait Ah ouais une boutique spécialisée. Et Ça qu'est-ce s'appelait, qui, selon toi, a fait qu'ils ont pas marché? Faut pas rester. je crois, j'aurais jamais parlé parce qu'ils m'ont pas répondu sur Instagram. Ah, mince. Ok, ouais. Mais
Je crois qu'elles ont eu un dégât des eaux et puis le Covid a pas aidé. Ah oui, le Covid, oui, ouais, évidemment. Elles ont fermé en 2022-2023 après avoir ouvert en 2017, je crois. Ah, donc quand même, ils ont tenu quelques années avant de... Ouais, ça marchait plutôt bien, Ok. je crois. C'était assez réputé. Mhm. Puis juste, elles ont fermé en 2023. Comment il s'appelait? Ça s'appelait Aude Canley, Eau de Cannes. parce que les deux fondatrices s'appelaient Aude. Pas mal, ça Ouais. se tient. Pour revenir sur ton projet, et tu viens d'en parler, ton étude de marché, est-ce que tu as fait une comparaison, ou alors tu as pris dans ta étude de marché les boutiques qui vendaient, qui étaient à monoproduit? Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'il y a que seulement des niches qui semblent percer? Non, ça fonctionne quand même bien, et c'est vrai que en fait, j'ai pris quasiment que ça. Ouais. Enfin, moi, comme je t'ai dit, j'ai quand même pas mal étudié la toque cuivrée, savoir Mhm. comment il fonctionnait. Mais après, j'en ai pris d'autres, comme la tiramisterie, j'ai pris Puffy. Puffy, ils font quoi? Puffy, ils font des cookies. C'est les fondateurs de Junk, Ok. qui ont en fait créé une boutique de cookies à côté. Ils en ont plusieurs maintenant dans Paris ou même à New York. Mhm. Donc Popellini aussi. Ils font quoi? Je connais pas. Popellini, ils font Ouais. des choux à la crème. D'accord. C'est quelque chose qui a été créé aussi il y a un petit moment par une pâtissière et qui maintenant fonctionne très bien. Mhm. Donc j'ai pas mal étudié ça, pas mal étudié leur communication, voir comment est-ce qu'ils avaient fait aussi sur l'évolution de leur chiffre d'affaires. Et à l'inverse, est-ce que tu as vu des exemples de monoproduits qui ont complètement échoué? Qui C'est n'ont un peu pas compliqué juste... à trouver. Pardon? C'est un peu compliqué à trouver du Ah coup. ouais? Euh, Là en tête, qu'est-ce que j'avais pas réussi à en trouver, non c'est vrai. Ouais. J'ai pas trop d'exemples D'exemples qui négatifs ressortent. là-dessus, ouais, pour tirer justement les conclusions de cet échec. Ok. Le seul au final que je connais et qui s'applique pas mal, c'est O2 Canley. Oui, mais du coup, ils ont fait pour des raisons Ouais. différentes, quoi. Ouais, C'est pas exactement. juste un manque de hype ou un manque le modèle Non, qui je marchait pense pas. pas, non. Là, c'est vrai que j'en ai pas trop en tête. Finalement, tous ceux que j'ai étudiés étaient plutôt en plein boom, justement, que ce soit sur les madeleines, etc. Et même, ça continue à se créer. Genre des madeleines, maintenant, des boutiques de monoproduits. Il y en a 3 à Paris. Mhm. Et là, je discutais avec un autre entrepreneur qui éventuellement voulait en créer une autre. Ouais. Donc là, j'ai pas trop d'exemples en tête, malheureusement. Je préfère là prendre les choses qui marchent Oui, bien. c'est clair. Puis on va s'inspirer de ça. Alors, est-ce que ce serait pas un petit peu le biais du survivant où du coup tu vois seulement ceux qui ont réussi, Complètement. malheureusement ceux qui sont morts sont plus là pour en parler. Exactement. Donc je pense qu'il y a une partie un peu évangélisation par laquelle il faut passer aussi. Ouais, après, moi, ce qui est pratique avec le cannelé, c'est quelque chose qui est très connu quand même en France. Même si Oui. ça reste une spécialité de Bordeaux, la plupart des gens connaissent et la plupart des gens aiment ça. Ouais. La plupart du temps, quand je dis aux personnes justement que je suis en train d'ouvrir une boutique de cannelé, soit c'est un peu l'un ou l'autre, où vraiment il y a beaucoup de personnes qui me disent ah j'adore ça, c'est mon gâteau préféré, Mhm. et il y en a qui disent ah je déteste ça, ça sent trop le rhum, et c'est Ouais. tout. Donc et j'ai pas trop besoin moi de faire ce travail d'éducation. Parce qu'en plus c'est un gâteau qui est assez petit, qui est assez pratique à manger en quelques bouchées. Mhm. Après ouais, sur des choses qui sont peut-être un petit peu plus niches et qui sont pas forcément connues du grand public, il faudrait peut-être réussir à faire plus de communication. Après moi aussi un créneau que je vise pas mal et qui peut bien fonctionner, c'est tout ce qui est tourisme culinaire avec D'accord. toutes les populations asiatiques et américaines. Carrément, bien sûr. En fait en Corée et au Japon par exemple, les cannelés c'est très connu. Ah ouais? Ouais, il y a beaucoup de boutiques de cannelé au Japon. Mhm. C'est assez marrant. Donc les Japonais aiment beaucoup ça. Les Américains aussi connaissent ça et aiment beaucoup ça. Et en fait, tous ces touristes-là, ce qu'ils veulent, c'est quand même des expériences, on va dire, authentiques de Carrément. cuisine française. Donc moi aussi, c'est quelque chose que je vise avec eux et où j'ai pas forcément besoin de les éduquer, étant donné qu'ils connaissent déjà un petit peu Ok. ça. Et en parlant d'authenticité, donc j'ai cru voir sur ton site que tu avais différents types de cannelés. Ouais. Tu avais des cannelés sucrés, donc les classiques qu'on connaît à la vanille et au rhum, et tu avais aussi des salés. Ouais. Alors ça, c'est des choses que tu fais déjà ou c'est en projet? Non, c'est quelque chose que je fais déjà. C'est une offre en fait que je destine plutôt à tout ce qui est B2B. D'accord. En fait, j'ai plutôt envie là-dessus de travailler avec des traiteurs, avec des entreprises qui vont me les acheter pour mettre au goûter, par exemple, ou en after work. Mhm. La recette, elle est pas mal, mais il manque encore d'un petit truc. Donc. Alors comment ça marche? Il y a quoi dedans? Dedans, en fait, c'est un petit peu la même chose que pour des cannelés classiques. Toujours le lait, le beurre, la farine. Là, on va mettre un petit peu de sucre quand même pour que la croûte caramélise bien autour. Mhm. On va mettre un petit peu moins d'œufs, mais on va mettre du fromage aussi dedans pour Ouais. apporter le côté plus gourmand, plus gras. Et après, on met ce qu'on veut niveau topping, on va dire, dedans. Moi, je fais chorizo comté, par exemple. Ah Je ouais. fais pas tomate mal. séchée, olive noire. Mhm. Et là, j'en fais un autre avec de la fourme d'Ambert et des noix. Donc là, la boutique n'est pas encore ouverte. Pour la financer, donc tu as fait un prêt à la banque, comme beaucoup de gens, et malheureusement, obligé de passer par là. Ouais. Mais tu as aussi fait du crowdfunding. Comment ça s'est passé? Qui t'a essayé de démarcher? Est-ce que c'est venu facilement? Est-ce que... dis-moi un petit peu tout le topo là-dessus. Déjà, moi, le crowdfunding, il a été un petit peu nécessaire parce que de toute Mhm. façon, j'avais pas des économies hyper extensives. Ouais.
Donc j'avais besoin de trouver de l'argent, j'avais besoin de aussi convaincre les banques que les personnes croyaient en mon projet. Donc Ah, c'était un argument, ça? ouais, aussi. Ah, ok, trop bien. Bah ça prouve aussi aux banques qu'il y a des personnes qui suivent, Ouais, qui sont prêtes à mettre de l'argent pour que mon projet marche, et que après, qui sont même prêts si à je les acheter dès connais que ça pas, au foire, ouais, voilà, grosso modo, ouais. et que même si je les connais pas, bah, ils sont prêts à venir chez moi. Mhm. Euh, Moi, ça s'est passé en plusieurs temps. Déjà, j'ai cherché une plateforme qui correspondait à ce que je voulais faire. Donc, je voulais pas forcément passer sur une plateforme classique. Ouais. Et j'avais une amie en fait qui travaillait avant dans une plateforme de crowdfunding éco-responsable qui s'appelle Mimosa, Ouais. qui est plutôt sur justement du prêt entre particuliers et du crowdfunding de projets responsables. Mhm. Donc déjà, je me suis mis dessus. Et après, donc j'ai développé pas tout le projet, un peu comme je le construis aujourd'hui, justement avec tout ce qui est les fournisseurs enfin, les matières premières qui sont proches, tout le côté artisanal. Mhm. Et après, bah, en fait, j'ai essayé de le pousser auprès de mes amis, auprès de mes réseaux professionnels sur LinkedIn, sur Instagram aussi, où j'ai fait quelques publicités sponsorisées, etc. Et donc, au final, j'ai réussi à avoir 12 000 euros de participation à la fin. Donc, ce qui était plus que ce que j'espérais. Ouais. J'espérais 10 000. Et donc là-dedans, il y a forcément beaucoup d'amis qui ont participé, mais il y a quand même, je pense, un bon tiers de personnes qui me sont complètement inconnues, qui sont allées sur Mimosa, qui ont été a priori séduits par le projet, et qui après ont voulu participer, quoi. Trop bien. Et j'imagine que tu avais aussi un système de palier où, en fait, si les gens donnaient X argent, ils avaient droit en retour à, je sais pas, des réductions ou alors des Ouais. cannelés offerts à l'ouverture, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais commencé avec un premier palier à 15 euros. Mhm. On avait le droit à une boîte de 4 cannelés. Euh, Après, j'étais passé à 30, 50, 75, 100. Et après, je crois que j'étais passé à 500 et 1000. Ok. J'ai eu un 500 et un 1000. Mais non, Donc pas mal. trop bien. C'était quoi, du coup, la rétribution? La rétribution, c'est d'avoir des moules. Sur les 1000, c'était d'avoir des moules à cannelés, 8 moules à cannelés en cuivre, Mhm. un t-shirt, 64 cannelés, 20% de réduction pendant un an, un atelier pour apprendre à faire tes cannelés, Ok. et je crois autre chose, mais je me souviens pas. Ah, c'est cool. Ouais, c'est très. Mhm. Franchement, c'est bien, ouais. Bon, après, c'est des amis très proches qui ont participé, donc forcément, c'est J'imagine. peut-être un petit peu triché, mais J'imagine. en tout cas. On parlait juste avant, du coup, du prix du cannelé, et ça m'intéresse, c'est quoi le prix de revient d'un cannelé? Enfin, combien ça te coûte à produire? Un cannelé, en fait, comme un peu dans tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, etc., Mhm. en matière première, on va être autour des 20%. D'accord. Après, moi, ce qui va coûter très cher, ça va être Les tout ce qui est murs? électricité, les murs, ouais. J'ai pas encore calculé, en fait, le prix de revient d'un cannelé Mhm. définitif avec les salaires, etc. Parce qu'en fait, étant donné que je suis tout seul, je vais encore toucher le chômage. Moi, j'ai pas vraiment de coût de salaire dans le cannelé. Mhm. Et puis là, j'ai pas encore la consommation électrique ni le coût que ça va me coûter Ouais. après. Mhm. Donc là, pour l'instant, je peux pas trop te dire combien me coûte chaque cannelé à faire. Mais juste un cannelé, ouais, comme toutes les pâtisseries, etc., c'est entre 20 et 125% de Ok. matière première. Et donc, tu as dit que c'était 2,80 € pour le cannelé moyen, grand? Pour le grand. Pour le En grand? gros, j'ai trois formes, moi. J'ai un petit cannelé qui va faire 35 mm de haut, à peu près. Ok. Ça, c'est des cannelés qui sont un peu bouchés. Tu sais, Ouais, que tu bien peux sûr. prendre avec le café. Ça fait un peu gâteau de café où tu le Mhm. prends, tu le manges, et puis voilà, c'est t'es content, bouché, quoi. t'es content. Ça, je vais le vendre 80 centimes. Après, je vais avoir des cannelés moyens, donc ils font 4,5 cm, où eux, je vais les vendre à 2 euros. 2 €. Et après, les grands, donc de 5,5 cm, je vais les vendre 2,80 €. Ça, C'est- c'est pour les cannelés traditionnels et Ouais. les sans alcool aussi. Ok. Et c'est lequel ton préf? Sur la texture, taille. etc. Ouais. Sur la taille. Enfin, taille, texture, du coup, ça va avec, j'imagine. Moi, je préfère. Ouais, oui, c'est vrai que plus c'est petit, plus t'as de Plus croustillant. croquant, quoi, ouais. Ouais, voilà. T'as un Mm. ratio croustillant moelleux Bien sûr. qui est plus grand. Moi, celui que je préfère quand même, c'est le gros. Ah ouais? Ouais. En Ok. fait, j'aime bien justement, Côté t'as plus brioche. le côté moelleux, le côté brioche à l'intérieur, qui est sympa. Mhm. Mais j'ai beaucoup de mes amis qui préfèrent justement plutôt le moyen, Ouais. avec justement plus de croquant et quand même le côté brioche à l'intérieur. J'avoue que je suis plutôt team moyen aussi, mais je comprends. Bah écoute, de toute façon, j'irai forcément tester quand ça ouvrira pour en avoir le cœur net. Ouais. Et donc, tu dirais qu'aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien de bonheur? En ce moment, c'est assez. C'est quand même assez élevé, Ouais. mais pas forcément relié, enfin, pas forcément relié à la boutique. Enfin, oui et non. En fait, c'est le retour du beau temps, c'est le retour justement des, des verres en terrasse, etc. Mhm. Donc là, je suis sur un niveau de bonheur qui est assez sympa, je me sens assez épanoui dans ce que je fais. Je dirais que je suis plutôt vers les 8,5, 9. Quand même. Ah ouais. Ouais, On bah, est sur un Corentin serein, quoi, on est aujourd'hui. sur un Corentin serein, Mhm. un peu énervé, on va dire que la boutique avance pas. Mais D'où après, le 9 et pas 10, ouais, j'imagine. voilà. En Mhm. fait,
Après, c'est un peu aussi pas ma philosophie de vie, mais mon état d'esprit, où de toute façon, il y a des choses que je peux pas maîtriser. J'ai beau mettre la pression à mon entreprise pour qu'ils terminent, j'ai beau mettre la pression à Enedis pour qu'ils viennent me raccorder l'électricité, il y a des choses que je maîtrise pas. Ouais. Ça sert à rien de me stresser particulièrement pour ça. Les choses que je peux maîtriser, moi, c'est comment est-ce que je gère mes fournisseurs, comment est-ce que je gère la vente de mes cannelés, comment je gère la com. Ça, potentiellement, quand je serai ouvert, ça me stressera plus et je vais peut-être redescendre un petit peu sur la note. Bien sûr, ouais. Mais pour l'instant, non, je suis serein, je vis une vie qui est bien. Bon, en tout cas, c'est prometteur. Et j'ai vu que tu avais déjà 12 avis 5 étoiles sur Google Maps, alors que la boutique n'est même pas encore ouverte. Vraiment, tout est parfait, quoi. Ouais, bah ça, en fait, ça vient de la boutique éphémère que j'ai créée. Ah, bah oui, oui, j'avoue. J'avais créé déjà une page pour que les gens puissent me trouver. J'avais pas du tout travaillé le référencement avant, ce que j'ai fait maintenant sur mon site internet et sur Google. Mais j'ai des avis qui étaient assez probants, donc qui viennent même de personnes qui viennent de l'étranger ou qui m'ont croisé au salon du chocolat. Trop bien. Donc non, c'est assez prometteur. Est-ce que tu avais une petite offre, un avis 5 étoiles et un cannelé offert? Non, j'ai pas fait. Non? À la limite, ça je compte juste sur l'honnêteté des gens. Ok. Et puis bon, après, les retours. Enfin, est-ce que c'est pas un petit peu acheter ses avis, ça? Ouais, mais en fait, les gens le font jamais, quoi, sinon. C'est vrai. Tu vois, moi, les seules fois où je le fais, c'est quand la personne me dit ouvertement, oui, bah, si vous pouvez faire un petit avis 5 étoiles, ça me ferait plaisir, tu vois. C'est vrai. S'il m'a rendu un service ou alors que c'était vraiment un très bon service, je le fais. En général, sinon, j'évite parce que j'ai la flemme. Ouais, je comprends. Moi aussi. Mais de toute façon, je pense que je le demanderai plutôt à l'oral, tu vois, Oui, au oui. début. Ok. En parlant alors déjà des gens qui ont financé ton crowdfunding, j'imagine que t'as dû du coup faire une sorte de coming out sur ton projet quand il a eu lieu. Ouais. En mode, bah, je quitte mon travail d'ingé, je vais ouvrir ma boutique de cannelé. Quelle a été la réaction générale, que ce soit tes amis ou ta famille? Mes amis étaient très enthousiastes. Aïe, je sens le mais. Non, ils étaient super enthousiastes. Et franchement, Ouais. tout le monde, même des personnes que je connais pas, qui trouvent ça un peu inspirant, on va dire. Où on a quand même. Enfin, maintenant, surtout chez les ingénieurs, on est quand même beaucoup à avoir cette quête de sens, on va dire. À Ouais. démissionner pour faire quelque chose d'un petit peu plus manuel ou quoi. Donc ça a pas mal résonné chez mes amis. Et puis, bah, ils croient en le projet. De toute façon, j'ai quand même un peu baqué le truc, justement, avec les différentes études de marché que j'ai fait, etc. Donc tout le monde est très enthousiaste. Chez mes parents, ça a été un petit peu plus différent. Ça a été un peu différent. Où, bah forcément, ils étaient pas sereins. Enfin, Ouais. j'ai fait 6 ans d'études pour finalement ouvrir une boutique de cannelés. Ils se sont dit, mais Et qu'est-ce c'est qu'il payant fait? du coup, j'imagine en plus. Non. Ah non. Les études d'ingé Bon, ça va. sont publiques, donc ça va. D'accord. Bon, après, forcément, ça coûte des sous. C'est un investissement aussi que tu fais sur le long terme. C'est 6 ans où tu travailles pas en plus, donc. Bah oui, voilà. Non, ouais, ok. Donc forcément, ils l'ont accueilli avec un petit. T'es sûr de toi? Ouais. Tu veux pas attendre un petit peu? Mais maintenant, non, ils sont à fond dans le projet. Pareil, je leur ai quand même prouvé que c'était quelque chose de sérieux qui pouvait marcher. Ouais. Donc maintenant, ils sont à fond dedans, ils me demandent tout le temps des nouvelles, savoir comment ça avance, ils ont hâte de venir. Mhm. Donc finalement, j'ai quand même un soutien qui est assez universel. Trop Et bien. même si forcément, il y a des personnes qui sont un petit peu dubitatives, mais ça reste quand même un projet qui rend les gens enthousiastes, où les gens ont envie de venir et puis Mhm. ont envie de venir m'aider, quoi. J'ai plein de personnes qui viennent me voir pour me dire si jamais t'as besoin d'aide à la boutique, je viens, je t'aide à vendre. Trop sympa. Ouais, franchement, ça va être cool. Trop cool. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on m'avait dit au tout début, ouais, on a un pote qui est ingé, qui quitte son taf pour ouvrir sa boutique de cannelé à Paris, j'étais en mode, ouais, enfin, quelque part, un projet de plus de beaux parisiens, quelque part. Un peu. Mais je respecte, en plus, c'est à côté, donc pour moi, c'est bénef. Et donc, tes parents habitent toujours à Châlons? Ouais. Ok. Les deux habitent donc en bordure de Châlons, dans les villages viticoles à côté. D'accord. Donc, j'imagine qu'ils ont hâte de monter à Paris quand Ouais. la boutique sera ouverte. Ouais, bah ma mère, moi, elle vient régulièrement pour faire des expositions, des choses comme ça. Mhm. Elle vient une fois tous les 2 mois à peu près. Ouais. Mon père un peu moins, ça l'intéresse moins. D'accord. Mais pour autant, bah, dès que ça va ouvrir aussi, à mon avis, il va passer. Et puis, pour voir que c'est quelque chose de sérieux et qui, j'espère, marchera quand ils seront là. J'imagine, ouais, j'espère. Et une fois que ça sera lancé et que donc, la boutique tournera, qu'est-ce que tu espères va changer le plus entre ce quotidien-là et le quotidien d'ingé? Qu'est-ce qui te manquera le moins? Et limite, qu'est-ce qui te manquera le plus, d'ailleurs? Je pense que ce qui va me manquer le plus, c'est les journées différentes. Parce que là, je vais quand même rentrer dans une sorte de monotonie un petit peu. Ouais. Où je vais avoir un planning qui sera calé, tous les jours ce sera le même, qui sera un petit peu ponctué éventuellement de choses de prospection commerciale ou de livraison, de choses comme ça. Mais ouais, ça c'est ce qui va me manquer le plus et j'ai un peu peur de m'ennuyer au bout d'un moment. Après, pour autant, il y aura tellement d'aléas, à mon avis, tellement de choses à gérer que De j'imagine. petits stress quotidiens Ouais, qui voilà. arrivent comme ça. Toutes les choses administratives que j'imagine pas encore qui vont arriver, que je vais pas m'ennuyer, Ouais. ça je le sais. Après, ce qui va pas me manquer, comme je te disais, ce sera plutôt
le stress, le fait de devoir vraiment se battre contre d'autres personnes pour porter des arguments forts d'un projet. Mhm. Euh, et je pense que ce sera à peu près tout. En fait, moi, j'ai voulu faire ça aussi pour trouver quelque chose qui me ressemblait plus, pour trouver quelque chose qui était plus personnel, Mhm. plus proche de moi. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont me manquer quand même. Ok. Donc, que du positif a priori. Ouais. Après, je suis quelqu'un qui est très adaptable. Donc, Mhm. le problème, c'est que je trouve du positif un peu partout. Enfin, le problème. Je sais pas si c'est un problème. Je suis quelqu'un d'optimiste. De toute façon, les choses qu'on peut pas maîtriser, ainsi va la vie. Oui, à quoi bon, quoi. Oui, voilà. Mhm. Et après, si ça peut bien se passer, à mon avis, ça va bien se passer. J'ai confiance en les personnes, j'ai confiance en ce que je vais Ok. faire un petit peu. Donc, ça Et on devrait- espère, donc, comme sur ton estimation sur ton site de crowdfunding, que tu pourras du coup ensuite créer une deuxième boutique au Canley, voire une troisième, voire Ouais. grandir. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher à Bordeaux? C'est quelque chose où je me suis posé la Ce serait quand même question. pas mal, tout à côté de la toque cuivrée, C'est et osé. là, C'est osé. c'est Parce osé. que la Mais ce boutique serait parisienne, magnifique. ouais, ça serait magnifique, mais la boutique parisienne qui vient s'installer à Bordeaux, je suis pas sûr qu'elle soit bien dans. Ouais, mais est-ce que c'est pas l'histoire du petit artisan contre le géant monopole du Canley à Bordeaux? Il y a maintenant, il y a des nouvelles boutiques de Canley à Bordeaux Mhm. qui se sont créées. Donc, c'est pas spécificité Canley, on va dire, même s'ils en font beaucoup. Ça s'appelle Cassonade. Cassonade. C'est deux frères, en fait, qui avaient de base créé un site de vente de produits de pâtisserie et de formation, je crois, de pâtisserie. Oui. Et donc là, ils sont sur une stratégie assez agressive, on va dire, d'ouverture. Où là, sur 2-3 ans, ils ont ouvert 4 pâtisseries à Bordeaux. Où eux, ils font des cannelés, du coup, je crois qu'ils sont bio, qui sont a priori, enfin, qui sont faits tous les jours dans leur pâtisserie, et qui sont, pour moi, de meilleure qualité que Bayardran et la Toque Cuivrée. Ok. Donc eux, ils ont créé ça, sans se reposer que sur le cannelé, hein, bien sûr, ils font toutes les pâtisseries à côté. Mais ils ont quand même voulu attaquer un petit peu pour voir. Pour autant, je crois que personne s'est jamais lancé là-bas. Je sais pas si je le ferai. D'accord, ouais. Peut-être que je vais rester à Paris quand même au début, dans d'autres villes. Éventuellement dans des villes qui sont pas très loin, comme Londres, où pareil, la nourriture française, elle est quand même assez appréciée. Oui, carrément. Donc, je sais pas si Bordeaux, c'est vraiment une cible pour moi. Puis oui, c'est pas forcément la priorité non plus, quoi. Non. Peut-être Déjà, on quand va essayer de survivre. Et Oui, après, voilà. commençons par là. Est-ce qu'il y a une chose que tu as découvert du coup depuis ces 2 dernières années qui t'a un peu surprise? Une chose nouvelle à laquelle tu t'attendais pas dans la création de ton projet, dans la façon de faire des cannelés absolument incroyables? Éventuellement, ce qui m'a bien surpris, moi, c'est tout l'accompagnement qu'on peut avoir pour créer une société. Il y a quand même des dispositifs entrepreneuriaux qui sont mis en place par tout ce qui est Chambre des métiers et de l'artisanat, Oui. par la BGE, par tout ce qui est la région Île-de-France. On a quand même le moyen d'être accompagné, d'avoir des ateliers, de se faire justement challenger aussi sur ce qu'on a fait. Mhm. Donc moi j'ai trouvé ça pas mal et je pensais que je serais seul au début et que j'allais devoir me débrouiller avec des amis entrepreneurs justement pour regarder un petit peu ce que j'avais fait, voir Carrément, ce oui. qu'ils en pensaient, etc. Et au final on est quand même assez accompagné. Il y a moyen, là par exemple, moi j'ai fait un prêt à taux zéro aussi à un organisme d'entrepreneuriat qui s'appelle PIE Ok. où on motive son projet, on explique un petit peu ce qu'on veut faire, Mhm. on dit pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi de ce prêt à taux zéro. Et après, on a un accompagnement, on a un mentorat. Et là, ils vont faire par exemple aussi le prêt, le prix PIE, où en Oui. gros, ils donnent des dotations de compétences, où c'est des professionnels qui vont nous aider sur des points qui sont particuliers. Ou par exemple, on va pouvoir avoir le droit à un shooting, des conseils en communication, à des conseils avec un comptable. Trop bien. Donc tout ça gratuitement, juste sur motivation de son projet et Mhm. sous réserve qu'en fait, ce soit quelque chose qui les emballe. Et ça, du coup, c'est un organisme public? Ouais. Ah, trop Je bien. crois que c'est public. Je sais plus exactement par quoi c'est financé, mais je crois que c'est financé par la BPI, par la région Île-de-France. Ouais. Il faudrait plutôt rentrer dans le détail. Mais c'est quelque chose en fait qui est fait pour les entrepreneurs, enfin les néo-entrepreneurs, Mhm. ou aussi ceux qui se lancent, enfin qui sont déjà lancés, mais qui ont besoin de se développer un petit peu Mais plus. sur des projets, pour la plupart, du coup, un peu originaux et Pas forcément. pas forcément. Ils font beaucoup de coffee shops, ce qui est pas forcément très Ce original en qui ce est moment, pas très original, sûrement, effectivement. mais qui a priori fonctionne toujours bien. Tu pourrais bosser avec eux, du coup, les coffee shops en soi. Ouais, moi c'est quelque chose aussi que je vise. D'accord. Tous les coffee shops, tous les restaurants, de toute façon aussi j'ai envie de faire quelque chose avec eux, que ce soit pour les cafés gourmands ou juste qu'ils les revendent quoi. Mhm. Il y a des coffee shops qui font leur pâtisserie, il y en a qui les font pas, et moi ceux qui font pas, forcément j'ai envie de leur proposer mes Je clients. crois qu'il y a plus de 4000 coffee shops à Paris actuellement, donc le marché est infini, quoi. Ouais.
Et attends, du coup, j'ai oublié, t'as le chômage. Tu vois que t'as le chômage, non? Tu l'as Ouais, pas? Ouais, tu toujours. l'as. Jusqu'à fin juillet. Alors attends, tu l'as eu comment, du coup, vu que t'as pas eu ta rupture co? En fait, quand on démissionne, on a 4 mois de carence, on ne Ouais. touche pas le chômage. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on peut passer en commission. Ah oui, de montrer que t'as un projet entrepreneurial, c'est ça? Exactement. Ouais, ok, d'accord. Soit tu montres que tu as un projet entrepreneurial, soit tu montres que tu as une recherche de travail qui est motivée, mais juste que tu n'as pas trouvé. Et moi, donc, je leur ai présenté le projet de boutique. Je leur ai montré que j'avais fait la boutique éphémère, que j'avais fait le salon du chocolat, que je me bougeais, quoi. Mhm. Et en fait, ça a pris un petit peu de temps, parce qu'au final, je l'ai eu qu'en mai, étant donné que j'ai dû les relancer quand même beaucoup de fois. Ouais. Donc, je l'ai eu qu'en mai, le chômage. Heureusement que c'était rétroactif, parce qu'à la fin, Ah oui, tu j'arrivais m'étonnes. quand même vite à la fin de mes économies. Mhm. Mais, ouais, je l'ai eu comme ça. D'accord. Donc, ça aussi, c'est quand même très utile à savoir. Alors moi, il me semblait qu'un des prérequis pour pouvoir avoir recours à cette... Enfin, montrer que tu avais ton projet entrepreneurial et le soutenir, c'était qu'il fallait que tu aies passé 5 ans consécutifs en CDI avant ça. Non, ça, c'est autre chose. Ça, C'est autre chose? le 5 ans consécutif. Ouais. C'est quand tu démissionnes avec ton projet entrepreneurial direct. Et dans ce cas, tu peux toucher le chômage tout de suite. Ah, tout de suite, ok, Voilà. sans avoir la carence du coup. Non, c'est ça. D'accord. Moi, c'est carence de 4 mois et après, tu motives. Ok, très clair. Et je crois que. Après, il y a aussi la demande d'acre qu'on peut faire, Oui, tout à fait, oui. qui est quelque chose de différent. Mais je sais plus si la demande d'acre est conditionnée par le fait d'avoir travaillé 5 ans en salarié. Non, la demande d'acre, c'est juste que ton entreprise est moins... ce soit la première ou deuxième année, je crois, de lancement. Et donc, Sur les charges sociales. Ouais, ouais, ouais. Moi, dans ce cas, je parle de l'ARS. Ah, C'est pardon. l'autre. L'ARS, c'est. Enfin, tous ces termes barbares de l'administration, on s'y retrouve pas. Ouais, c'est un peu. C'est vrai, entre les deux, à chaque fois, je confondais. Mhm. Et donc, c'est quelque chose qui te permet de toucher 30% de ton capital chômage, on va dire, Oui, directement. directement, et Ouais. 30% 6 mois après, sous Ah, réserve que ta entreprise est bien en train d'être créée, quoi. ok, ok. Je savais pas qu'il y avait des prérequis par rapport à ça, Ouais. mais... C'est quelque chose qui est fait, je crois, pour justement permettre aux personnes qui ont besoin de capital pour se lancer, de se lancer, Mhm. et justement de mettre des billes dans leur entreprise dès Ok. le début. C'est bon à savoir. On va entrer dans la dernière partie de l'épisode. Mhm. Je vais te poser la question que Martin a pour toi. Ok. Est-ce que tu penses que ta vie d'avant, ou ton métier d'avant, va te manquer? Bah, ce qui va me manquer, je pense, c'est un peu la tranquillité des week-ends, des soirées. Ouais. Le fait d'être entrepreneur, forcément, c'est quelque chose qui est à plein temps, quoi, où même quand on est en vacances, on n'éteint pas son téléphone. Mhm. Surtout au début, où bah, forcément, je vais être tout seul et je vais devoir gérer toutes les choses. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va me manquer, et qui me manque un petit peu déjà. Après, pour autant, ce qui va pas me manquer, c'est le fait d'être plus libre, justement, dans ce que je veux faire, dans la direction que je veux donner à ma vie professionnelle, Mhm. dans ce que je veux aussi donner comme ambiance à la boutique, à tout ça. Donc, on va dire la tranquillité d'esprit que j'aurais pu avoir dans mon métier d'avant, je vais la regagner sur le fait d'être plus créatif Ouais. et d'être justement plus axé sur ce que je cherche et ce qui m'est cher. Carrément, puis l'avantage, c'est que du coup, tu as le champ des possibles, en fait, et tout dépend que de toi en soi, et la direction que ton activité prend, en fait, c'est toi qui l'as choisi. Donc, Oui, aussi, voilà, tu exactement. peux aller n'importe où à partir de là. Oui, voilà. Mais du coup, ça veut aussi dire que t'as pas de personne derrière toi pour dire quoi faire, donc ce que tu fais et ce que tu dois faire, c'est toi qui le définis, donc... Ouais, bah après ça, il y a aussi justement, comme je te disais, la question du mentorat, la question d'en discuter avec Oui. mes amis qui sont entrepreneurs. Il y a forcément moyen d'être accompagné. Et même quand on crée pas une entreprise, après, il y a d'autres réseaux. Il y a, je crois qu'il y a il y a une association, je crois, qui s'appelle la JCE ou la JDE, je me souviens plus, D'accord. qui est les jeunes dirigeants d'entreprise ou quelque chose comme ça, où c'est un réseau dans lequel on rentre, et justement qui permet de rencontrer d'autres personnes qui sont un petit peu dans le même cas, d'avoir des ateliers, de faire, je pense, des séminaires aussi pour discuter de tout ça. Ouais. Et il y a toujours moyen, en fait, d'être accompagné. Ok. Il y a aussi le réseau Entreprendre Paris, enfin le réseau Entreprendre tout court, mais après à Paris, forcément, ils sont là, où là, c'est plutôt justement sur le développement d'entreprise, où il y a moyen, comme j'ai fait, d'avoir un prêt à taux zéro pour avoir un petit peu plus de sous dans sa boîte. Mais aussi, ils proposent des ateliers, ils proposent un accompagnement. En fait, il y a quand même des choses qui permettent d'être accompagné et de pas être seul si on est solo entrepreneur, quoi. Ok. Donc effectivement, il y a plein d'organismes auxquels on s'attend pas forcément, et c'est pas un voyage si solitaire que ça, finalement. Non, exactement. Ok. Corentin, est-ce que tu as une question pour le ou la prochaine invitée? Ouais, c'est vrai que moi, enfin, du coup, ça, c'était pas une question professionnelle. C'est pas grave, il n'y a pas aucun problème. C'est plutôt cannelé ou macaron et pourquoi? Ah ouais, pas mal. Ah ouais, pas mal. Donc toi, la réponse est assez évidente, j'imagine. Ouais, Quel est cannelé à fond. direct?
Je suis assez d'accord en fait. Macaron c'est sympa, mais c'est un peu surfait. Cannelé par contre, je trouve que c'est vraiment un petit kiff quand il est bien fait. Ouais, en plus j'ai plein de goûts. Alors, moi, mon préféré, en fait, je pense, là, j'en fais un qui est à la fève tonka et au calvados. Oui. Et pour le coup, ça marche super bien. Ok. Et ça, je pense que, franchement, je pourrais préférer même au cannelé traditionnel. Ouais. Ouais. C'est une recette originale? Ouais, bah oui, bah en fait, j'ai un peu cherché, tu vois, un peu pioché dans les pâtisseries que j'aimais bien, justement pour trouver quelque chose sur des recettes sucrées qui marchaient. Du coup, bah, je fais tonka calvados qui marche bien avec l'amande et la pomme. Mhm. Après, je fais matcha cerise. Je fais café, je fais chocolat, je fais Ouais, ok, peut-être donc plein de pistache aussi en variantes. stock. Est-ce que du coup ils sont un peu plus longs à faire, plus galères à faire, que les ingrédients changent? Les ingrédients changent. Oui. Mais après, au-delà de ça, ce qui est plus compliqué, c'est que je vais les faire en moins grande quantité. Mhm. Donc, en fait, par exemple, moi, pour tout ce qui est la pâte à cannelé classique, par exemple, j'ai une marmite de 60 litres Mhm. qui est reliée enfin, directement au triphasé. Et en gros, bah, je mets tout dedans. Après, ça se débrouille un petit Ça peu passe tout et seul. c'est facile de sortir ça. Pour tout ce qui est cannelé avec des autres goûts, ça, je vais les faire à la casserole directement. Donc là, c'est D'accord. plus de manutention, c'est un petit peu plus galère, faut que je fasse plus de vaisselle, etc. Mais après, au niveau des ingrédients, franchement, ça change pas grand chose. La fève tonka, c'est quelque chose que je pile. La vanille, c'est quelque chose que je gratte. Au final, c'est le même temps. Ouais. L'alcool que je mets dedans, que ce soit du rhum ou du calvados, finalement, c'est à peu près le même temps aussi. Ce qui est différent un petit peu, forcément, c'est que bah, le calva, je l'achète en moins grande quantité. La fève tonka aussi. Donc c'est. Mais c'est aussi donc tes produits différenciants, donc quelque part, c'est bien de passer par là, quoi. Donc Ouais, voilà. ça mérite, ça vaut le coup d'investir du temps. Ouais, voilà. Et puis après, ce sera pas les seuls, je pense. J'ai aussi un petit peu envie de faire des cannelés qui soient mensuels, qui soient avec un des thèmes. Ok. Tout ce qui est par exemple en automne, tu fais des cannelés pumpkin spice, Mhm. tu peux faire plein de choses. Trop bien, le champ des possibles. Ouais, exactement. Et Tout donc, pour s'ouvre. pouvoir trouver ça, l'adresse exacte, tu peux me Au la rappeler? 50 rue du Faubourg du Temple, dans le 50 route 11e. rue du Faubourg du Port, dans le 11e. C'est parfait quand on va de Belleville au canal Saint-Martin, Oui. inversement. Même pour une petite balade sur le canal Saint-Martin, c'est C'est idéal. à 100 mètres du canal, n'hésitez pas à prendre une petite boîte de 12. Ça se vend par boîte de combien les cannelés? Là, je fais des boîtes de 4, de 9, de 16 ou de 25. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça ouvre, D'une déjà, part. et après que ça marche, Mhm. et que je fasse pas un burn-out dans les 6 mois et être tout seul sur la boutique. Et je le souhaite. Après, au moins, t'auras essayé. Au Ouais, pire, tu te voilà. crames les ailes. Bon, bah, le prêt, on fera ce qu'on peut, quoi. Non, ouais. Non, franchement, c'est vraiment ça, réussir à concilier la vie sociale que j'ai et qui me plaît, Mhm. avec justement une charge de travail qui sera assez conséquente, mais qui j'espère me prendra pas non plus trop la tête et toute mon énergie. Je te le souhaite. Et est-ce que, bon là du coup on parle du pire scénario, mais ça m'intéresse aussi de savoir, est-ce que tu t'es fixé, est-ce qu'il y a une limite virtuelle ou de temps ou de moyens qui te contraindra, ou tu te diras en fait ça marche pas, ça vaut pas le coup, je reprends un CDI? Ouais, je pense que ça, à 6 mois, ça me paraît un petit peu court. Je Ouais. pense que ce sera plutôt au niveau de 1 an. Ou si je vois que si je suis tout seul, je réussis pas à embaucher quelqu'un pour m'aider, je vois que ça décolle pas. Mhm. Là, je pense que éventuellement, je discuterai, je me ferai un petit séminaire solo D'accord. et je discuterai justement de la suite, de voir est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire, et peut-être aussi aller chercher de l'aide aussi pour voir comment est-ce que je peux le développer. Parce que en fait, ce qui me prend un petit peu la tête en ce moment aussi, c'est de me dire que, étant donné que je vais faire la cuisson le matin, Mhm. la vente l'après-midi, j'ai pas forcément le moyen de développer de nouveaux canaux de vente. Et ça, pour développer de nouveaux canaux de vente et faire en sorte que ça marche, je suis obligé d'embaucher quelqu'un. Mais ça veut dire que je dois avoir déjà une base de fonctionnement qui est assez solide Ouais. pour absorber ce coût. Mhm. Et donc ça, c'est quelque chose où je pense que la transition va être un petit peu compliquée. J'espère la faire en octobre. D'accord. Mais faut quand même que j'ai un roulement qui soit bien, un chiffre d'affaires mensuel qui soit déjà assez solide pour me permettre de faire ça, quoi. Pour encaisser le coup, là. Ouais. Et bah c'est une note très positive pour finir l'épisode. Merci, merci Corentin, on verra dans un an si tout se passe bien, on te le souhaite. Et on te retrouve du coup dans le 11e, à côté du canal Saint-Martin. Ouais, bah merci beaucoup Merci. pour ce podcast, en tout cas, c'était très sympa. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, liker ou même simplement nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux. Tu retrouveras tous les liens en description. En attendant le prochain épisode, pose-toi la question. Et toi, tu vas faire quoi quand tu seras plus grand ?